Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sociologie et je n'ai pas le matériel sous la main. Tu trouveras dans la description un lien d'une playlist avec toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent de ce sujet. Et aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 3 de ce livre que je t'ai déjà présenté, qui a été écrit par le sociologue français Alain Accardo et qui s'appelle Introduction à une sociologie critique, lire Pierre Bourdieu. Si tu as déjà vu mes précédentes vidéos à ce sujet, tu sais que là, ce type de point de vue en sociologie n'est pas le seul existant, mais ce livre m'intéresse énormément et j'ai envie de te résumer au moins la moitié du livre puisqu'il prend en considération énormément de notions importantes en sociaux de manière générale et je trouve que c'est une très bonne manière justement de s'introduire à cette discipline. Donc je t'invite à regarder les vidéos précédentes si justement tu découvres ma chaîne avec celle-ci puisque elles se complètent en fait les unes après les autres. Je fais chapitre 1, chapitre 2 et aujourd'hui on va parler du chapitre 3. Dans ce chapitre-ci on va parler de la notion de légitimité. Dans le chapitre précédent on parlait des champs sociaux et dans le chapitre encore d'avant on parlait du naturalisme. Donc voilà, je t'invite vivement à les regarder, je pense que ça pourra t'aider à comprendre cette vidéo aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle de légitimité dans ce chapitre-là? Tout simplement parce que dans les précédentes vidéos que j'ai faites, je t'expliquais qu'il existe différents champs sociaux, que les agents sociaux, donc les individus dans une société, en fonction des champs qu'ils occupent et en fonction de la position qu'ils ont dans chacun de ces champs, vont avoir des privilèges ou au contraire vont rencontrer certaines discriminations. Et tout ça vient du fait que notre société est organisée en une hiérarchie qui est inscrite dans nos institutions et dans le fonctionnement même de la structure sociale. Et la légitimité ici fait référence du coup à la domination que peuvent exercer certains agents et certains groupes sociaux sur d'autres et d'où vient cette légitimité, pourquoi est-ce qu'elle existe et comment est-ce qu'elle perdure. Du point de vue d'Alain Accardo, pour qu'une société hiérarchisée de la sorte puisse perdurer, il faut que d'une certaine manière il y ait une reconnaissance générale du fait que les groupes dominants soient dominants, c'est-à-dire que les groupes dominants justifient d'une certaine manière le fait qu'ils dominent les autres et on leur reconnaît cette capacité-là. Ainsi, le pouvoir des dominants est justifié, admis, accepté et même légitimé. Je sais que ça peut paraître paradoxal puisque la logique veut que si on est dominé par un groupe et que cette domination implique une discrimination, on n'ait pas forcément envie de lui reconnaître quoi que ce soit, encore moins une justification à cette dominance. Mais oui, il y a une forme de reconnaissance qui n'est pas forcément voulue, qui n'est pas forcément conscientisée par les agents, puisque tout ça s'inscrit, comme on l'a déjà vu, dans des structures profondes de la société et a toujours été vu comme l'ordre naturel des choses. Évidemment, il existe des agents sociaux qui vont sortir de cette logique et se rebeller contre l'ordre établi, mais si justement les choses restent telles qu'elles sont, c'est parce que l'intériorisation des normes et le fait que les agents eux-mêmes les reproduisent et les retransmettent, c'est la manière la plus sûre pour un système de s'auto-reproduire et donc de maintenir son fonctionnement. Comment font les groupes dominants pour obtenir cette reconnaissance de la part des groupes dominés? Tout simplement, ils vont prétendument proposer certains services ou certains bienfaits de leur domination en essayant de prouver au groupe dominé que cette domination leur est bénéfique à eux aussi. Alain Accardo commence en disant « Une domination n'est durable que si elle est vécue en pratique par les dominants et les dominés comme un échange nécessaire qu'aucun individu raisonnable ne saurait remettre en question. » Pour te donner un exemple, on entend souvent des femmes elles-mêmes se proclamer antiféministes en expliquant que les femmes sont naturellement soumises et les hommes sont naturellement dominants et que ce rapport-là de domination serait même positif et bénéfique pour les femmes, quand bien même matériellement elles ne soient pas dans les mêmes conditions que leur mari, en tout cas qu'elles aient des conditions de vie beaucoup moins attrayantes, si on peut dire ça comme ça, et donc elles-mêmes vont intérioriser le fait d'être dominées par leur mari comme quelque chose de nécessaire en recrachant des clichés misogynes à leur propre sujet, comme par exemple oui mais nous les femmes on sait pas se protéger seules et on ne sait pas se contrôler, du coup heureusement que mon mari est là pour me cadrer, pour me contrôler, pour me tenir à carreau, etc. Moi j'ai déjà vraiment vu des femmes dire ça, qui avaient intériorisé le fait que de toute façon les femmes étaient naturellement entre guillemets hystériques et qu'il fallait bien que les hommes soient là pour les cadrer, et donc ça c'est un exemple de reproduction
du mécanisme de pouvoir de la part d'un agent social dominé. Alors comment ce pouvoir-là et l'exercice de ce pouvoir-là est légitimé? Tout simplement parce que les dominants et les dominés partagent un ensemble de représentations communes, un ensemble de symboles qui parlent à tout le monde et qui justifient l'exercice de ce pouvoir. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les champs sociaux, on a vu que le système utilise deux outils pour pouvoir maintenir son fonctionnement. Le premier outil, c'est l'usage de la force, et le deuxième outil, c'est le fait de faire en sorte que les gens eux-mêmes fassent que le système se maintienne en leur inculquant un tas justement de représentations, de symboles et de normes sur leur rôle et leur place dans la société pour que eux-mêmes les assimilent et les retransmettent ensuite autour d'eux. Il y a donc toute une symbolique autour du pouvoir, tout un discours, tout un schéma narratif qui pousse à croire aux bienfaits de ce pouvoir, aux bénéfices que ce pouvoir devrait apporter à la population, même si la population en question est une population dominée par un autre groupe. En fait, on essaye de rendre l'exercice de ce pouvoir même désirable, d'où l'importance de partager justement un sens commun. Il faudrait que les dominants et les dominés soient d'accord sur l'idée que l'exercice de ce pouvoir asymétrique soit bénéfique pour tout le monde. Je vais donc te lire un passage pour que ce soit plus clair. Donc il dit « L'ordre établi tend alors à se justifier au nom d'entités abstraites, généralement conçues comme valables en tout temps et en tout lieu. Une naissance métaphysique du beau, du bien, du juste, du sacré, du vrai, du normal, du naturel, etc. » Et donc il y a tout un travail idéologique à faire sur des notions qui serait justement dans l'ordre naturel des choses, chapitre 1 de ce livre, pour justement faire en sorte que tous les agents sociaux partagent des points communs, enfin des avis communs sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est dans l'ordre des choses. Ce qu'il nous explique avec ce passage, c'est tout simplement que l'exercice de la force dans les sociétés humaines n'est pas exclusivement basé sur de la violence, mais au contraire, on va faire tout un travail idéologique et moral pour convaincre les groupes dominés que cette force doit être exercée dans ce sens-là, et donc on va essayer de rendre cet exercice du pouvoir désirable. Il dit « Retenons ici que pour qu'une domination soit durable, il faut que la violence se transforme en contrat, en échange réciproque, en un consensus qui n'exclut jamais la violence de façon définitive, mais qui la maintient à l'horizon des échanges sociaux, latente et toujours prêt à ressurgir en cas de besoin. » En gros, ce qu'il nous dit, c'est que si le consentement des dominés par rapport à l'exercice de ce pouvoir n'est plus consentement et donc que les dominés se rebellent, c'est là qu'on va faire usage de la violence pour faire que l'ordre se maintienne quoi qu'il arrive. Et donc ce travail idéologique permet de gommer la dimension complètement arbitraire de l'exercice de ce pouvoir, alors qu'en réalité il est totalement arbitraire, mais c'est une manière juste de rationaliser la chose et de la justifier en faisant comme s'il y avait de bonnes raisons à ce que ce pouvoir existe. Alors qu'en réalité l'exercice du pouvoir du groupe social des hommes sur le groupe social des femmes, c'est un pouvoir totalement arbitraire. De la même manière que l'exercice du pouvoir des blancs sur les populations non blanches, c'est un exercice du pouvoir arbitraire. De la même manière que l'ordre hétérosexuel domine tous les groupes sociaux qui ne s'inscrivent pas dans l'hétéronormativité, c'est un pouvoir arbitraire, etc., etc., etc. Mais donc ce travail idéologique et le travail d'intériorisation de ces choses-là permet de faire comme si ce n'était pas arbitraire en utilisant un tas de symboles et de représentations qui sont supposés faire croire aux dominés qu'ils ont de bonnes raisons d'être dominés. Dans un sous-chapitre qui s'appelle « Intériorisation de l'ordre social », Alain Accardo nous dit que la censure symbolique, qui a pour effet d'interdire ou de dévaloriser toute expression non conforme aux définitions dominantes, s'exerce sous de multiples formes à tous les niveaux, mais elle est à l'œuvre dans tous les rapports de domination, car un pouvoir est toujours beaucoup plus légitime quand il s'exerce sur des agents dont on croit sincèrement qu'ils sont inférieurs, intellectuellement, moralement, culturellement, etc. Les propriétés de ces groupes, croyances, opinions, goûts, mœurs, consommation, habitudes, etc., sont soit purement et simplement réprimées, soit présentées sous le jour le plus défavorable et stigmatisé comme puéril, risible, stupide, anormal, barbare, sale, pornographique, vulgaire, etc. On va créer un ensemble de représentations communes,
stigmatisantes et négatives pour les associer aux groupes que l'on veut dominer, en les rendant naturellement propres à ces groupes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être homosexuel parce que la pratique de l'homosexualité, c'est quelque chose de sale, de mal, de contre-nature, etc. Et donc tout ça, c'est des représentations qu'on va mettre dans la tête des gens, avec lesquelles on va les bassiner dès leur plus jeune âge, pour qu'ils intériorisent que les homosexuels sont un groupe dominé dans la société, qu'il y a des bonnes raisons qu'ils soient dominés, et que l'ordre hétérosexuel va leur apporter un tas de qualités positives qu'ils ne possèdent pas en tant qu'homosexuels. Et donc les qualités positives, ce serait justement la petite famille harmonieuse, qui peut faire des enfants, qui a des pratiques naturelles entre guillemets, et donc on va justifier l'exercice de cette domination à travers le fait qu'on va leur rendre service entre guillemets, on va sauver les homosexuels, on va les soigner de l'homosexualité et on va leur permettre d'avoir une vie saine et juste. Et Alain Accardo continue en expliquant que pour obtenir ce résultat, rien de tel que de culpabiliser les dominés et les rendre honteux d'être ce qu'ils sont, de penser comme ils pensent, de parler comme ils parlent, de s'habiller comme ils s'habillent, d'habiter où ils habitent, d'avoir la peau qu'ils ont, le corps qu'ils ont, la vie qu'ils ont, par effet d'autocensure caractéristique de la violence symbolique intériorisée. Le mot autocensure ici est très important puisque justement l'intériorisation de ces stigmas va faire que les groupes concernés vont eux-mêmes s'auto-restreindre et s'auto-limiter dans leur épanouissement tout simplement. Plus ils se sentiront coupables et honteux, plus ils se sentiront indignes et plus ils éprouveront de reconnaissance pour les dominants en dépit de toute leur indignité, de toute leur infériorité, acceptant de s'intéresser à eux et de leur rendre service en les éduquant, en les soignant, les épousant, les dirigeant, les représentant, les colonisant, les civilisant. Alain Accardo nous explique que les personnes qui sont au pouvoir ne sont pas forcément porteuses de compétences qu'ils ont vraiment pour exercer ce pouvoir, mais plus qu'ils ont une aura charismatique, ils ont un fort capital symbolique et donc l'exercice de la soumission va être beaucoup plus simple à partir du moment où ils sont porteurs de cette aura charismatique. Il dit cette phrase: plus le dominant est grand, plus il y a de profit et de bonheur dans la soumission. Il y a donc un rôle très important du capital symbolique dans l'exercice de ce pouvoir et de ce qu'on appelle la domination charismatique. À propos de la domination charismatique, il nous explique que, à la différence d'un chef qui serait désigné par la tradition ou d'un chef qui a été accepté par souci d'efficacité et d'organisation rationnelle, le chef charismatique est un chef aimé pour lui-même, un individu qui semble posséder le don inexplicable de provoquer la sympathie, l'adhésion à sa personne et de susciter irrésistiblement l'obéissance, la fidélité et le dévouement inconditionnel. Donc là on a parlé des leaders, des gens qui sont au pouvoir, mais maintenant on va s'attaquer au rôle des institutions. Les institutions, j'en ai parlé dans le tout premier épisode de cette série, donc je vais pas trop revenir sur ce que c'est, mais en gros, selon Alain Accardo, le rôle des institutions, c'est d'instituer la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire faire exister officiellement les rapports sociaux, les consolider. Pour lui, le travail des institutions, c'est de délimiter exactement les groupes sociaux et de faire reconnaître les critères d'appartenance officiellement. C'est-à-dire que les institutions vont décréter, acter les propriétés en vertu desquelles les agents doivent se ranger d'un côté ou de l'autre d'une frontière précise. En d'autres termes, les actes d'institution ont pour effet de sectionner le continuum social en transformant les différences de degrés dans les propriétés en différences de nature et des écarts très faibles en discontinuité brutale. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que d'un individu à l'autre, il peut exister des différences qui objectivement sont minimes, comme par exemple la couleur de la peau, mais que les institutions, avec leur travail de délimitation et de section des groupes sociaux, va faire de cette petite différence une énorme différence socialement parlant. Matériellement, la différence de couleur de peau ne veut rien dire, mais socialement, elle signifie beaucoup à cause de ce travail idéologique justement. C'est pour ça qu'on dit que les discriminations sont inscrites dans un système qui n'est pas forcément à l'avantage de tout le monde, à l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire, puisque ces institutions elles-mêmes vont officialiser les différences qu'il y a entre les individus et donc créer ces frontières sociales immenses sur des
critères qui à la base ne sont pas si importants que ça. On peut prendre l'exemple de la différenciation sexuelle aussi. On peut s'imaginer qu'entre un homme et une femme il y a un monde incompréhensible de différence, alors que factuellement, biologiquement, c'est pas si différent que ça. En réalité, on partage beaucoup plus de points communs que de différences, sauf que l'ordre social et l'institutionnalisation de nos différences fait que socialement parlant, il y a un monde entre ces deux groupes, et forcément l'un de ces groupes qui domine l'autre. Et la force de ces représentations et de ces symboles communs, c'est qu'ils ont une portée performative, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir une action sur la réalité des agents, puisque ces représentations vont vraiment modifier le comportement et la perception que les agents ont d'eux-mêmes. Donc ces symboles-là vont avoir une action dans la réalité, d'où l'utilisation du terme performatif ici. Et pourquoi est-ce que les discours, pourquoi est-ce que les mots arrivent à avoir un impact sur les agents et pourquoi ça modifie leur réalité? Alain Accardo relève 2 raisons. La première raison, c'est qu'il dit qu'il y a une construction de nos structures internes de sorte à ce qu'on puisse accueillir ces mots-là. C'est-à-dire que dès notre plus jeune âge, avant même que notre personnalité, notre manière de penser, de ressentir, de nous percevoir se construisent, on va nous entraîner, entre guillemets, à recevoir ce discours et à naturellement nous soumettre ou nous mettre en position de pouvoir. Donc nos structures internes, progressivement, vont se construire autour de ces notions et de ces représentations. Deuxième facteur qu'il a relevé, c'est que les discours eux-mêmes, les mots eux-mêmes, doivent être énoncés par des individus que l'on estime légitimes. On va prendre l'exemple d'une personne qui fait des études de médecine et qui doit être reconnue comme médecin dans la société. Si c'est lui-même qui s'autoproclame médecin, on ne va pas lui accorder de légitimité et donc on ne va pas se soumettre à son savoir si les mots qui ont été énoncés sont énoncés par lui-même, puisqu'on part du principe qu'il n'est pas légitime à s'autoproclamer médecin pour justifier l'exercice de sa profession. Par contre, si c'est une université reconnue qui lui remet son diplôme et que c'est justement un grand médecin reconnu qui lui remet son diplôme, là, le fait que ce soit un discours énoncé par une personne que l'on considère légitime, qui vient d'une institution légitime, eh ben ça va nous permettre de faire confiance à l'exercice du pouvoir du médecin et donc à se soumettre à son exercice. Donc il faut qu'il y ait une reconnaissance, on l'a dit au début de la vidéo, il faut qu'on reconnaisse la légitimité d'une institution ou d'une personne à pouvoir énoncer ce discours pour qu'on l'estime valable. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué de suivre cette vidéo. Si mon travail te plaît, je t'invite à faire un tour sur mon Utip pour m'aider financièrement, ça m'aiderait grandement et ça me ferait très plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.